très heureux de vous savoir à l'écoute, chers téléspectateurs. Le Bénin constitue un véritable réservoir d'enfants victimes de traite. De nombreux enfants y travaillent comme domestiques, aides, maçons ou encore comme vendeurs à la sauvette. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par le gouvernement, eh bien, les signaux sont toujours au rouge. Nos invités de la rubrique Junior d'Afrique feront une appréciation de ce fléau qui continue d'avoir la peau dure. De l'autre côté de l'éducation, Éléonore Yaïla-Descamps, ministre de l'enseignement supérieur, annonce dans une interview accordée au journal Éducation un recrutement de 100 assistants pour 2020. Pendant ce temps, son collègue Saliman Karim de l'enseignement primaire interdit le recrutement des titulaires du BEPC pour enseigner dans les écoles primaires privées. Nous en parlerons avec Félicité Padonou et ses invités dans Éducons. L'ouvrage au cœur de notre escapade littéraire est bien sûr Immergence. C'est une pièce de théâtre que nous propose Eman Yaokwasi. Ensemble, nous irons à la découverte du slammer des rythmes vaudous. Amadouillon se prêtera aux questions de Kadi dans Sommité. Eco 5, nous y sommes. Installons-nous tout de suite avec Charlie Chalot. Manale. Mr. Charlie. Tout a commencé quand t'as décidé de travailler. Je ne voulais pas, mais fallait que je pense à ta passion. Aussi ton bonheur, enfin toi-même, j'ai vraiment pas eu le choix. À fond, nous t'es applaudi. Son amour t'écoutait au boulot. Les devoirs conjugaux, maman est fatiguée, toujours occupée. M'en aller, trop c'est trop. M'en aller, je vais m'en aller. Je mène la vie d'un célibataire, mes journées à jouer le babysitter. J'ai plus le temps de faire la musique, je suis plus inspiré, je joue la maman. Je joue le rôle de la maman. J'aurais voulu que ça se passe autrement, qu'on se voit baby un peu plus souvent. Mais ce reste un peu d'attention. À fond nous t'es applaudi. Son amour t'écoutait au boulot. Les devoirs conjugaux, maman est fatiguée, toujours occupée. M'en aller, trop c'est trop. M'en aller, je vais m'en aller. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Eh bien, nous recevons, je le disais, Eman Yaokwasi. Bonjour. Bonjour, monsieur Ali. Vous êtes écrivain, enseignant de lettres et vous nous proposez Immergence. Tout de suite avec Fedna Sourou-Messéon. Bonjour. Bonjour. On va à la découverte de cette œuvre. Téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous retournons dans l'univers dramatique de Eman Yaokwasi avec la pièce Immergence. L'auteur n'est plus à présenter, il est déjà passé sur Eco 5. Rappelons simplement qu'il est enseignant de français et écrivain. Eman, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Dans Immergence, il s'agit d'un monodrame où vous faites une satire sociopolitique. Pourquoi avoir choisi comme titre Immergence au lieu de dire simplement Immersion? Merci beaucoup. J'ai choisi le titre Immergence parce que lorsque je vais mettre immersion, beaucoup ne comprendront pas le véritable sens que je donne à mon livre. Oui, parce que nous parlons d'émergence, nous parlons d'évolution et c'est le contraire que moi j'ai abordé dans ma pièce de théâtre. Et normalement, tel que l'a dit le journaliste chroniqueur littéraire,
Normalement, c'est immersion. Voilà. J'écris immersion sur un livre. Beaucoup ne comprendront pas le sens du mot s'ils ne le connaissaient pas au départ. Mais lorsque je mets immergence, ils vont vite comprendre de quoi je veux parler. Ah, d'accord. Alors, d'auteur, hein? Oui, c'est un auteur. Et dans cette pièce, Johnny II, le personnage unique est une femme. Elle moralise le roi des rois, comme vous le dites, alors qu'elle était l'une de ses ministres. Je voudrais savoir pourquoi avez-vous choisi une femme pour cet acte de bravoure au lieu d'un homme? Je vous remercie. Nous voyons toujours les hommes au devant des scènes. Et les femmes, il n'y a pas assez de femmes courageuses. Alors, je dis une femme qui a accepté. Il n'y a pas assez de femmes courageuses. Il n'y a pas assez de femmes qui se montrent courageuses. Il n'y a pas assez de femmes courageuses. Alors, parce que quand si tu es une femme courageuse, tu dois te montrer courageuse. Ah. Tu dois l'incarner vraiment. Tu ne dois pas jouer à l'hypocrisie. À l'hypocrisie. C'est que Gloria Gatungu est courageuse. Cette femme, je l'ai choisie pour dire, lorsqu'elle a accepté être nommée ministre dans un gouvernement ou pour travailler aux côtés d'un président, il doit se montrer intransigeante. Elle doit se montrer intransigeante, elle doit se montrer courageuse, se montrer intrépide, parce que nul n'accepte occuper ce poste en tant que femme, parce qu'il y a les réalités socio-culturelles qui l'embête et elle doit dépasser toutes ces réalités pour se faire une place aux côtés de celui-là ou de celle-là qui l'a appelé. On constate tout au long de... Nous restons toujours dans ce champ-là, tout au long de la pièce que les mots utilisés par la femme ministre sont vraiment poignants, cruels. Et on se demande, même le lecteur se demande si même un homme aux côtés d'un chef, d'un président peut prononcer ces mots-là. Alors, je trouve que, moi, en tant que lecteur, je trouve que, critique, si vous le voulez, je trouve qu'il n'est pas, un homme n'est pas capable de dire ces choses-là. La question reste telle qu'elle est posée parce que je suis resté sur ma soif. Et vous avez donné cette opportunité-là, ce rôle-là, à une femme et non à un homme. Alors, est-ce que cela voudra signifier qu'un homme n'est pas capable ou bien, ou je lâche le morceau, lâcher. Ou bien c'est parce que la femme est l'être devant qui... je réfléchis. Voilà, devant qui l'homme a la facilité de tomber. Est-ce que c'est pour cela que vous déléguez ce rôle-là? Parce que si peut-être c'était un homme, on l'aurait peut-être déjà abattu. Parce que même dans les coulisses, bon, après son limogeage, elle est allée au palais, tout ça là. Est-ce que... Vous voyez ce que je dis? Oui, il faut que les femmes apprennent à être femmes. Et certes, tout genou fléchit devant la femme. J'ai placé cette femme-là dans ce rôle. Et tous les propos qu'elle a sortis de sa bouche, certes, sont poignants pour dire qu'elle est une femme décidée. Elle est une femme décidée. Elle veut réellement de l'évolution, de l'essor de la société, de l'essor de son pays. Alors, lorsque vous voulez une évolution, vous n'avez pas le droit de jouer à l'hypocrisie. Elle n'est pas une femme hypocrite. Or, lorsque nous prenons nos États et nos gouvernants, nos gouvernements, les ministres qui sont là, sont souvent des hypocrites. Au lieu de dire ce qu'il y a, ce qui se passe, ils tordent le cou. Vous n'avez pas de raison à dire cela parce que vous n'avez pas de preuves. Donc je pense que il vaut mieux dire ce qu'on maîtrise. Parce que vous dites que, voilà, que les ministres sont hypocrites, et tout. On va y revenir après. Ferdinand Sourou. Oui, dans la pièce, on constate également que l'un des principaux traits qui caractérisent nos dirigeants africains est l'amour pour l'encensement, même dans l'inconduite. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce caractère commun à nos chefs d'État africains? Merci beaucoup. Pour moi, ce qui explique ce caractère, c'est quoi?
on veut juste se faire voir. Et lorsque je veux me faire voir, je cherche, je nomme ceux que je peux dominer. Ceux à qui, lorsque je dis fais-moi ceci, ils le feront facilement. Ceux qui sont capables d'applaudir même quand vous pétez. Même quand je pète, même si je fais mal. Parce que ceux-là, j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est la compétence qui prime. Excusez-moi, la compétence prime. Mais excusez-moi, beaucoup, si je parle de cette manière, la compétence, ils sont compétents ailleurs. Mais lorsqu'ils doivent travailler aux côtés d'un chef, pour leur dire réellement ce qui se passe, pour leur dire réellement ce que lui, il doit faire, la manière dont il pense que les choses doivent évoluer, ils ne le font pas ainsi. Voilà ce qui m'amène à coucher le test. Parce que j'ai eu la chance de suivre à travers les chaînes de télévision, à travers la radio, les informations, j'ai eu la chance d'analyser les propos de ceux qui sont au devant de la scène politique, de leurs propos avec ce qui se passe sur le terrain. J'ai constaté qu'il n'y a pas match. Et est-ce avec... On peut aller découvrir l'écriture. D'accord, à quelle page? N'importe quelle page, hein, c'est vous qui l'avez, oui. À partir de la page 93. 93. Bon. Alors, je choisis une page. Oui. Vous dites à la page 100, je cite, quoi? La formation que vous donnez aux jeunes sans pouvoir les insérer. Appelez-vous cela formation? Une formation rabais. Une formation en déphasage. Vous ne leur faites rien. Vous choisissez parmi eux les intrépides qui peuvent les défendre et vous leur clouez le bec. Quand ils se retrouvent à l'ombre de vos aisselles, plus personne ne les entend. Et vous croyez bien faire, mais c'est un parapluie trompeur. La question que j'ai pour vous à ce niveau, pensez-vous qu'il n'y en a pas qui résistent victorieusement au bâillonnement? Merci beaucoup. Pour le moment, je n'en ai pas vu. Et André Assé? André Assé au Bénin est un exemple parmi tant d'autres. Oui. D'accord. Lorsque vous prenez 10, vous n'avez même pas 2. Non. Vous n'avez pas 2. Donc il existe des exceptions. Il existe des exceptions, vraiment. Il existe des exceptions. Il y en existe. Mais ces exceptions, on peut les compter du bout. Allons dans le quatrième moment. Oui. Parce que la pièce est divisée en moments. Il y a 4 moments. Oui. Le quatrième est le dernier moment. Allons dans le quatrième moment. Le roi des rois démissionne avec ses ministres parce que Djanudo, la femme ministre, a monté de toutes pièces une histoire de tentative de viol par le roi. Alors, croyez-vous que le dirigeant démissionne pour de peu? Ou les dirigeants africains savent démissionner même quand ça ne va pas? Merci beaucoup. Le mot démission n'est pas dans leurs habitudes. Mais il faut qu'ils apprennent à quitter les choses avant que les choses ne les quittent. Nous sommes dans votre fiction. Hein? Oui. Il faut le préciser. Oui. Voilà. Il faut qu'ils apprennent à quitter les choses avant que les choses ne les quittent. Vous portez de gants? Lorsque je ne fais pas bien, on me dénonce, on dit je ne fais pas bien. Et cela est dit de toutes les bouches. Tout le monde clame ça. Tu ne fais pas bien, tu ne fais pas bien. Je préférerais déposer le tablier pour qu'une autre personne me remplace et qu'il fasse mieux que moi. Vous érigez en donneur de leçons, c'est ça? Je ne m'érige pas en donneur de leçons, mais la moralité demande cela. Lorsque vous voulez lorsque vous êtes intègre et vous voulez faire passer cette intégrité, vous êtes tenu de démissionner lorsque les gens disent que ça ne va pas. Parce que vous n'êtes pas le seul. Beaucoup le disent. Montrez-leur le bon chemin. Alors je démissionne. Il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre
pour Et pour le ne job. pas démissionner, qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous demandez à nos chefs d'État africains? Parce que je lis à la page 35, je crois que oui. À la page 135, je crois que oui. Groucho Marx a dit, je cite, « Nous devons apprendre des erreurs des autres. Nous n'avons pas le temps de toutes les faire nous-mêmes. » Fin de citation. Oui, j'ai cité Groucho. Nous allons apprendre des erreurs des autres. Mais j'ai constaté malheureusement que ceux qui sont nos devanciers n'apprennent pas des erreurs des autres pour se corriger. Lorsque vous apprenez des erreurs des autres, vous vous remettez en cause. Évidemment. Et vous essayez de parfaire un peu le travail. Je ne vais pas dire parfait totalement, mais un peu. On va dire au moins celui-là, il a essayé. Mais les autres ne veulent pas qu'on leur dise, vous avez essayé. Vous avez pu faire ce que les autres n'ont pas pu. Ils végètent dans ces erreurs-là. Et que pensez-vous de... Nous sommes toujours dans la fiction, hein, parce que tout a été dit dans cette pièce-là, parce que nous l'avons aussi dit au début qu'il s'agit d'une satire sociopolitique. Que pensez-vous des chefs d'État africains qui viennent balayer du revers de la main tout ce qui a été fait et pensent construire en si peu de temps? Y parviennent-ils toujours? Merci beaucoup. Je suis avec tout ce que moi j'ai eu à voir sur les écrans, à écouter, à vivre aussi. Et à vivre aussi. Ils veulent juste montrer au peuple que vous n'étiez pas bien gouverné. Bien sûr. Maintenant, c'est moi. Bien sûr, il faut le montrer. Maintenant, c'est moi. Mais on ne peut pas le faire en si peu de temps. Si, on peut le faire. Il faut gouverner, c'est prévoir. Oui. Moi, je constate qu'ils ne préviennent rien. Et j'ai dit tantôt que j'ai suivi des informations, j'analyse les propos des uns et des autres. Et lorsqu'on vient, c'est l'Afrique. D'abord, observez un peu la violence qui caractérise les différentes élections. La violence préélectorale, la violence électorale, la violence post-électorale. En Afrique, nous avons les violences verbales. Déjà, je ne peux pas vouloir accéder au poste de président et faire développer une violence qui ne dit pas son nom. On ne peut pas vouloir de quelque chose et de son contraire. Si on a choisi construire l'Afrique, il faut rompre avec les mauvaises pratiques, il faut marquer la rupture. Il faut rompre avec les mauvaises pratiques, certes, mais il faut s'appuyer bien sûr, je pense que bien faites. Il faut se débarrasser des c'est ça. Il y a certaines choses qui sont bonnes. On doit prendre appui sur ces choses. Voilà, mais bon, écoutez... le nettoyage est bon. Oui, nettoyage est bon. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais lorsqu'on veut nettoyer, il faut bien nettoyer, il faut bien réfléchir. Il ne faut pas vouloir nettoyer et continuer et faire ce nettoyage avec les mêmes personnes qui avaient commencé ce nettoyage. Non, c'est des préjugés. Vous basez sur des préjugés pour fondre votre argumentation. Bref, qu'en dites-vous des personnages de votre œuvre qui ne sont pas visibles? Je les ai créés ainsi pour montrer la bravoure, pour montrer l'intrépidité de Djlanundo. De gens qui incarnent... C'est pas plus caprice d'écrivain que vous l'avez... Bon, le lecteur pourrait le dire. Non, c'est chaque auteur a son caprice. C'est ce qu'on peut dire rapidement, parce que lorsque vous prenez l'ouvrage, il s'agit d'un seul personnage principal. Les autres ne sont pas visibles, mais on peut, à travers des relances, constater la présence de ces personnages-là, parce que lorsque le discours change, on remarque naturellement qu'il y a eu, comme on appelle, dialogue. Voilà. Même si c'est... Vous acceptez, Eman? Droit dans vos bottes? En tout cas. Le livre, je l'ai dit, lorsque vous le publiez, le livre ne vous appartient plus. Il appartient donc... Mais vous répondez quand même de vos écrits.
Oui, parce que c'est moi qui les ai. Donc répondez alors. Vous acceptez qu'il y a des personnages invisibles? Oui, il y a des personnages invisibles. Voilà, merci. Je les ai créés à dessein. Pourquoi ce choix? Vous pouvez nous en parler? Choisir un seul personnage alors que traditionnellement, j'ai l'impression que Herman a cette manière de toujours donner des coups de pied à ce qui est érigé traditionnellement, mais il le fait bien quand même. C'est pourquoi vous avez senti le besoin de pousser encore cette limite ancienne, traditionnelle d'écriture, quoi. Oui, lorsque nous allons souvent au spectacle, nous voyons souvent plusieurs personnes sur la scène. Mais j'ai dit, pourquoi ne pas faire avec une seule personne sur la scène pour la présentation d'un spectacle, pour égayer les spectateurs. Je me suis dit, il faut alors créer une pièce de théâtre du genre, pour voir un peu l'effet que ça fera. Donc de la représentation, je l'ai essayé 2 fois. Et la 3e fois, ça n'a pas été facile. Alors, parce que c'est dommage, c'est vrai que à la lecture, c'est agréable, c'est bon, mais puisque le texte, une pièce de théâtre est appelée à être jouée, je voyais déjà les difficultés de sa mise en scène. Mais je peux dire que cette pièce est une très belle pièce. Merci. Elle est bien écrite. Une très belle pièce. Donc, merci à Herman Yao Kwasi pour la production de cette pièce. Revenez quand vous voulez. Revenez quand vous voulez. Je veux dire que c'est ta maison de télé. C'est ta rubrique Les Écritures. Voilà, Fedna Souroumisséron. On reçoit quel auteur le dimanche prochain? Bon, c'est encore dans le secret des dieux. D'accord, d'accord. Tout de suite, nous allons parler de cette innovation-là dans le secteur de l'éducation avec l'inscription des candidats au baccalauréat en ligne, des candidats libres en ligne. Hein. Donc, mais avant, nous écoutons Richard Flash dans Zéro. Tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles. Abroumé mi kate to belome, mais des maillons de la joie joué. Benoît Corsi, Benoît Asana media jason yesei dotowe, kuku beja hedome, mais des voix si etonawe. Ouais toi doni cuide, mais des aussi quand joye fiondo la menawe. Ouais toi do mon ouais d'aimer. Akadia fote boje gladi bati pombo nondo, tu sais qui je suis. Adia fote boje cuide mais mon dit, oh non toi dansi t'aimer. Oh non tu sais qui je suis. Oh non, et mais on le ponaja. Mais toi maninunde, mini quoi dansi no mais toi maninunde là. Betoma nyinunde pepe Betogo anuchere Betogo nyinuchere Betoma nyinunde pepe Betogo anuchere Bojo, famigelo, asare madre, gande mahoye yomiro, fofo sila membre. Meno no afote borondo katon hoere, echichi kagrea, miku kakaka bweklo, avomi wa chondo, betoma nyinunde pepe, ifa betogo nyinutiere, betogo anutiere, betoma nyinunde shei. Dona yeni sebo yeni sebo Betoma nyinundera Betoma nyinunde pepe Ajeni
subo beto mani nunde yoda forte boto ude mino do glati bawe toujours beto makani nunde zero beto mani nunde pepe zero beto goni nuchere ami jota bado beto mani nunde la zero beto mani nunde pepe zero zero beto mani nunde pepe feneke Betogo anutijele Betogo anutele Era weble do kona ngolo bolo Corona chifo Betogo ninutele L'actualité dans le secteur éducatif a été très riche cette semaine. Mesdames et messieurs, le directeur départemental des enseignements maternels et primaires du ZOU apporte un démenti formel à la supposée fiche d'identification des couleurs politiques des enseignants. Au micro d'une radio locale, M. Chelon-Pierre Roux-Kandjib jure que la direction n'est auteur d'une quelconque fiche à en croire Bénin Web TV. Du jour, rendons-nous dans le littoral avec Alphonse Da Silva, le directeur de l'Office du baccalauréat, qui est préoccupé par l'inscription en ligne des candidats libres pour le compte de la session de juin 2020 de l'examen. Selon le journal Éduc Action, la dite inscription a démarré le mardi 14 janvier. Il s'agit, commente mon confrère Enoch Guidimé, que nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau, de l'une des innovations majeures du baccalauréat béninois. On reste toujours avec le journal Éduc Action pour constater les nouvelles mesures pour être instituteur dans les écoles primaires privées au Bénin. Par un communiqué rendu public le lundi 13 janvier dernier, le ministre Salimane Karimou des enseignements maternels et primaires interdit le recrutement des titulaires du baccalauréat pour enseigner dans les écoles primaires privées. Selon le journal de Vital Ulrich à Rotondi, cette réforme sera mise en exécution à partir de la rentrée scolaire 2020-2021. Félicité Padonou, bonjour. Bonjour Habib. On reçoit nos confrères pour parler de l'éducation. Oui, effectivement Habib, l'Office du baccalauréat a instauré une nouvelle innovation pour les candidats libres au baccalauréat 2019. Il sera question donc dans cette rubrique de comprendre si réellement cette initiative supprime-t-elle les problèmes d'erreur et de fraude. Bien sûr. Et pour le faire, nous avons Enoch Guidimé, journaliste traitant des questions d'éducation. Merci de votre présence. Merci, félicité Padonou. Monsieur Harim Lassissi, vous êtes enseignant des lettres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame la journaliste. Autrefois, dans un passé récent, les candidats libres étaient invités à fournir leur dossier à la DDES qui les transmet en retour à l'Office du bac. Aujourd'hui, tout cela est du passé. Les candidats libres peuvent finaliser leurs inscriptions seulement en 2 étapes. Comment appréciez-vous cette nouvelle innovation de l'Office du bac? Monsieur Guidimé. Bien sûr. Merci, félicité Padonou. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de télé. D'abord, je voudrais présenter mes sincères condoléances à la famille Arroleté. Ils ont perdu un proche à moi, un enseignant très bon. Il était en service au complexe scolaire Mucité. Mais le dimanche passé, on a reçu l'information selon laquelle il s'est éteint. Donc je voudrais présenter toutes mes condoléances à la famille Arroleté, notamment au personnel du complexe scolaire Mucité. Alors en termes d'innovation, c'est vrai, l'Office du baccalauréat a préféré pour le compte du bac de juin 2020, procéder à une inscription en ligne. Et vous savez que nous sommes à l'aide du numérique. Pour les candidats libres, bien sûr. Et vous savez que nous sommes à l'aide du numérique et il va de soi qu'on prend le pli. Et donc, pour cette innovation, les candidats qui sont certainement des personnels qui sont administratifs et qui n'ont pas le temps, il suffit juste de trouver un temps et de se retrouver aujourd'hui pour le compte de l'Atlantique ou du littoral, se retrouver au Suégé Bégamin
remplir les formalités, nom, prénom, et il y a un formulaire rempli avec la photo, et puis on vous retourne le récépissé. Et c'est à vous d'abord d'apprécier les informations vous concernant, et si ces informations sont vraies, alors là, vous retournez à votre récépissé. Et c'est après que vous allez pour certainement valider l'inscription. Donc cette réforme, je crois qu'elle est la bienvenue parce que vous voyez, même au campus, ça permet d'éviter les déplacements intempestifs. Ça permet à ce que la direction départementale qui sont au Bénin évite de faire des déplacements. Et puis déjà sur place, on arrive à avoir les éléments et puis c'est fait. Puisque nous sommes sur la route de la rupture, je pense que c'est applaudi et c'est une innovation à encourager. Alors vous voulez parler des erreurs et des fraudes, n'est-ce pas? Monsieur Harim Lassissi. Monsieur Habib, moi je dis, bonjour chers téléspectateurs, et ce que moi je dis par rapport à cette réforme, parce que nous sommes à l'aide de réforme, il faut avoir le courage de le dire. Le secteur de l'éducation est un secteur sensible. Et tout ce que le gouvernement fait, toutes les actions, les réformes sont les bienvenues. Parce que vous voyez, on parle de l'inscription en ligne. Moi, j'applaudis cette réforme, justement. Pourquoi? Parce que ça éviterait deux problèmes. Du coup, d'abord, le problème les fraudes matérielles. Non seulement ça, il y a aussi la lenteur administrative. Les candidats libres maintenant vous allez là-bas et devant vous tout se fait là-bas. Et comme mon prédécesseur l'a dit, c'est pour le compte de l'Atlantique du littoral, c'est le CG Bigamé qui a été choisi. Moi je trouve que c'est une réforme qu'il faut applaudir. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Et comme c'est vous qui avez produit l'article, parlez-nous un peu des mesures pour accompagner cette réforme-là. Est-ce que tout est mis en place par l'Office du baccalauréat? Oui, je tenais à informer que déjà tous les services compétents ont été invités pour la circonstance et ils ont suivi une formation d'expérimentation au CEG Bégamin, c'est-à-dire les directeurs départementaux et les cadres du secteur sont rendus au CEG Bégamin pour suivre une formation et donc ils sont outillés pour faire le job. Après l'étape de la formation, quelle étape suit? Après l'étape formation, actuellement, les inscriptions ont commencé avec les candidats libres depuis le mardi. Et donc, ça suit normalement. Si tu es candidat libre, si tu es administratif et que tu trouves un jour, tu vas te rendre au CEG Bégamin. Si tu es dans le département de l'Atlantique et du littoral, tu te rends au CEG Bégamin pour t'inscrire. Mais là, Sissi, Félicité, je vous reviens. Oui. Vous avez une question? Oui, j'ai bien une question. Il y a des candidats qui préfèrent passer par le biais d'un établissement pour déposer leur dossier. Pensez-vous que cette innovation de l'Office du bac leur permettra de pouvoir s'inscrire simplement? Bien sûr. Et vous l'avez dit simplement. Vous avez dit ils souhaitent aller se faire inscrire ou bien déposer les dossiers par le biais d'un établissement. Eh bien cette fois-ci, ce qu'on dit, on dit c'est une réforme. C'est-à-dire, on dit il faut commencer, il faut simplifier la donne, vous voyez. Et maintenant, il n'est plus question d'attendre. Parce qu'avant, le processus était long. C'est-à-dire, vous déposez et on vous dit de revenir. Et avec, vous allez au DDS et avec tout ce tralala, ce qu'on a dit, il faut essayer de simplifier. Mais à cette réforme, pourquoi moi je l'applaudis? Pourquoi? Parce que ça évite les va-et-vient. Les va-et-vient toujours dans le but de déposer. Moi, je crois que dans cette lancée, si on devait évoluer dans cette lancée, je crois que c'est une bonne décision. Oui, est-ce qu'on peut appeler ça fraude? Est-ce qu'on peut appeler ça fraude parce que vous n'avez pas suivi régulièrement les cours? Et vous passez par une école, par un établissement pour déposer vos dossiers. Est-ce qu'on peut appeler ça fraude? Bon, fraude, parce que vous n'avez pas suivi le cours. Oui, vous êtes candidat libre. Oui, vous êtes candidat libre et que vous allez par le biais d'un établissement. Oui. Ce qui se faisait. Oui, ce qui voilà, se faisait. Justement, c'est là la question. Parce que ce qui se faisait avant, le gouvernement actuellement voudrait avoir un œil regardant sur tout ce qui se passe actuellement. Parce que vous voyez, ce qui se faisait avant, c'est que
il fallait simplement, avec de l'argent, vous allez là-bas, vous déposez, et ça, vous ne suivez aucune formation. Vous ne suivez aucune formation. Peut venir et après les résultats. Prétendre être candidat au bac. Oui. Voilà. Et après les résultats, bon, peut-être que ça ne marche pas. Et toujours est-il que, il faut savoir que, il faut avoir le courage de dire que, mais quand, après les résultats, c'est qu'on constate, que, peut-être c'est lui, peut-être cet élément-là qui va peut-être faire reculer le pourcentage qu'on voudrait. Mais c'est pourquoi moi je tire un chapeau au gouvernement qui a voulu passer l'abcès qui est. Je vois que c'est une réforme qu'il faut applaudir. Les candidats qui sont officiellement candidats inscrits dans une école passent par l'inscription en ligne. Est-ce que cela est agréable? Est-ce que selon vous, il faut étendre cette réforme-là aux candidats régulièrement inscrits dans une école? Non, mais déjà, le chapeau est là. Le chapeau, c'est l'école. L'école prend les dispositions nécessaires pour inscrire ses apprenants. Vous savez, il y a des écoles privées aujourd'hui qui n'ont pas encore reçu jusqu'à présent la chance d'inscrire leur candidat libre. Il y en a. J'en ai parlé récemment avec un promoteur d'école privée. Vous voyez, donc, si aujourd'hui c'est permis à un candidat libre d'aller s'asseoir au CEG, les gamins, pour s'inscrire, il faut applaudir. Mais vous savez, il y a un phénomène. Une école n'a pas l'autorisation d'enseigner, n'a pas l'autorisation de présenter des candidats au baccalauréat, peut ouvrir une classe de terminale, prendre son argent et inscrire des gens en ligne. Comment est-ce que la mesure prévoit de cadrer tout ça? Bon, pour le moment, les juridictions compétentes, l'Office du bac n'a pas encore donné une information exhaustive sur la situation. Mais déjà que c'est des choses qui se présentent, certainement qui seront en train de cuisiner ça à l'interne pour voir ce qu'il faut proposer. Alors la deuxième information majeure de cette rubrique, c'est bien sûr l'innovation dans le secteur de l'enseignement primaire maternel, selon laquelle le ministre Salimane Karimou a interdit formellement le recrutement des titulaires du BPC. Vous qui aviez aussi produit cet article, donnez-nous un peu plus d'informations là-dessus. Oui, écoutez, vous êtes un acteur culturel, vous venez de diriger une rubrique culturelle avec vos confrères. Vous savez, Félix Couchoro, dans son livre L'Esclave, a dit on ne peut pas avoir un parent sur un pommier manger des pommes bêtes. Vous voyez, il y a certains promoteurs d'écoles privées, d'enseignement maternel et primaire, qui, à défaut de recruter des professionnels, ceux qui ont le certificat élémentaire d'aptitude professionnelle, CEAP, ou le certificat d'aptitude pédagogique, ou ceux qui ont le bac général, parce qu'un proche a certainement fini, il a eu le BEPC, et qu'il chôme, à défaut de recruter ces professionnels-là, on les recrute, on les met sur le terrain pour éviter de les payer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser assez d'argent pour enseigner. Et quand vous faites le tour de certaines écoles privées, vous allez voir des lettres de félicitations des ministres, que ce soit du ministre des enseignements maternels primaires et celui du secondaire. Mais quelle école ne veut pas avoir cette lettre de félicitations? Mais pour l'avoir, il faut respecter les décisions du ministre. Moi, je crois que beaucoup d'enseignants, permettez-moi de le dire, surtout au niveau des enseignements maternels et primaires, embrassent le métier avec dilettantisme. On épouse ce métier juste pour le plaisir. Mais il y a en attendant, il est au secondaire. J'ai bien d'accord. Il ne sera pas d'accord avec écoutez. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de se retrouver à l'hôpital? J'ai le bac, je vais à l'hôpital pour servir. C'est l'hécatombe. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de se rendre dans un cabinet d'avocat et dire qu'on veut être collaborateur direct de l'avocat? Il faut maîtriser. Donc vous privilégiez le diplôme professionnel. C'est ça, justement. Arim, vous qui enseignez, est-ce que on peut admettre le BPC dans l'enseignement primaire? Moi, je dis d'abord merci, monsieur Habib. Pour d'entrée de jeu, moi, je voudrais, comme je le disais tout à l'heure, vous savez, cette réforme-là, depuis le 13 janvier dernier, le ministre Salimane Karimou a dit que à plus de niveau BPC dans les écoles privées. Moi, je vois que c'est pour siffler la fin de la pagaille. D'accord. Oui, parce que, vous voyez,
on dit, il me plaît de citer M. Ismaël Atoro qui dit, pour enseigner le petit doigt, vous devez être tout puissant comme le gros bras. Voyez? Donc c'est pour dire quoi? Et la qualité de la formation que nous réservons à nos jeunes frères et à nos enfants, il faudrait que nous pensions un peu à revoir le niveau. Parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que lorsque vous voyez, surtout dans les écoles privées, vous savez que les écoles privées représentent au moins 75% c'est que quand nous prenons les écoles privées aussi, les écoles publiques, c'est que les écoles privées, ils représentent les 75%, tout au moins. Maintenant, là, lorsque le gouvernement ne fait pas attention à ce qui se passe là-bas, dans ce domaine-là, quel que soit ce qu'on va faire de ce côté qui est primaire et qui est insignifiant d'ailleurs, que je dis, et c'est que ça ne va pas marcher. Alors, moi, je disais tout à l'heure que le gouvernement veut comprendre et veut voir, surveiller comme le lait sur le feu, ce qui se passe de l'autre côté également. Et c'est pourquoi il faut applaudir. Il faut avoir le courage de le dire, je le disais. Le dire n'est pas un péché. N'est pas un péché. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut aller voir? Celui qui a un niveau BPC, parce qu'il ne faut pas comparer avec nos aînés que nous avons qui avec le niveau BPC, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, allez questionner simplement un élève qui est en classe de peut-être de 3e ou de seconde et vous saurez de quoi on parle. Donc la qualité, il faut miser sur la qualité. Donc moi je trouve que c'est une très belle Monsieur Enoch, quels sont les diplômes désormais acceptés? Oui, actuellement, suivant le communiqué du ministre, il faut avoir le certificat élémentaire d'aptitude professionnelle, le CEAP, que ce soit l'option maternelle ou primaire. Il faut avoir le CAP, certificat d'aptitude pédagogique, ou le baccalauréat général pour être recruté dans une école privée à compter de l'année scolaire 2020-2021. Et vous savez, suivant les résolutions du plan sectoriel de l'éducation post-2015, désormais, c'est avec le baccalauréat qu'il faut postuler au concours. Quel genre de baccalauréat? Le baccalauréat, par exemple, le baccalauréat tout court, postuler au concours des ENI, que ce soit l'ENI matériel qui est à la date, et les ENI qui sont répandus un peu partout sur le territoire national. Et quand on suit également les réformes, les résolutions, j'allais dire, de ce plan sectoriel de l'éducation post-2015, il y a le bloc 1 de la maternelle jusqu'au premier cycle secondaire, qui est l'éducation de base, de 3e au terminal, éducation de post-éducation, et après le supérieur. Mais récemment, le ministre, quand il s'est rendu à l'Assemblée nationale, il a dit aux députés de la 8e législature que l'éducation de base va s'étendre jusqu'au terminal. Et on voit déjà que les PTF se sont imprégnés du nouveau modèle, et c'est tellement que des processus sont en cours pour que cette réforme soit d'actualité. Donc on peut plus, pour être en arrimage, pour être en parfaite symbiose avec cette réforme, moi je pense qu'il n'est plus bon de prendre les titulaires du BPC, ceux qui malheureusement, je ne le dis pas pour les blessés, mais ceux qui n'ont pas pu continuer et qui ont des proches qui ont ouvert des écoles, de s'asseoir juste pour... Mais comme vous le dites, vous l'avez déjà dit, comme vous le dites, il y a des gens, il y a des titulaires de ce BPC-là qui ont quand même une expérience professionnelle et qui font le job, Arim. Là, est-ce que le gouvernement peut être regardant? Oui, moi, ce que je dis, c'est d'ailleurs là la grande question. Parce que vous savez, on dit que gouverner, c'est prévoir. Vous savez, il faut qu'on réfléchisse à la question. C'est-à-dire, avant de penser à l'application, c'est-à-dire, je suis sûr et je compte sur le gouvernement pour bien mûrir les réflexions autour de la question. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans le domaine, ceux qui étaient dans le domaine et qui ont déjà acquis une certaine expérience maintenant dans le domaine, mais quelle gestion, comment gérer? Est-ce qu'il faut les remercier? Est-ce qu'il faudra leur demander de faire des formations de réadaptation à ce qu'on dit? Ou bien, comment ça va se passer? Moi, je dis que je compte sur
le gouvernement pour bien mesurer l'ampleur de ce qu'on veut. Parce que l'objectif là, c'est d'office, tout le monde reconnaît le bien fondé de ce qu'on demande. C'est la qualité de la formation. Et je le disais que le secteur de l'éducation est un secteur sensible et il faut toutes les réformes qui interviennent sont... Et puis l'ordre des cadres a été clair. L'ordre des cadres a été clair. Il faut une éducation de qualité, inclusive et équitable. Je m'arrête sur l'éducation de qualité. Pour l'éducation de qualité, il faut des enseignants qui peuvent faire le job. Vous voyez, quand on prend le PASEC de 2014, les enfants, les apprenants du CM2 n'ont pas atteint, 52% n'ont pas atteint les résultats attendus. À qui la faute? Merci. Donc offrir des enseignants de qualité au pays, c'est le rôle du gouvernement. Donc vous tenez à souligner ça, c'est le rôle du gouvernement d'offrir l'enseignant de qualité à notre école. Si vous permettez, féliciter une minute pour chacun. Qu'est-ce selon vous, est-ce que on peut aller à la main, au cou avec son enseignant, c'est-à-dire que coup de poing entre enseignant-élève, coup de poing entre enseignant-élève, est-ce que ça peut être une minute selon vous, votre vision? Non, quand il est dit dans la Bible, honore ton père et ta mère. Je ne dis pas au pasteur ici, mais c'est pas bien qu'un apprenant arrive à donner des coups de poing à son enseignant. Jusqu'à poignarder son enseignant. Mais désormais, c'est le chou gras des canards. Quand on prend le Cameroun récemment, on a vu un jeune qui a poignardé son enseignant. C'est enseignant de mathématiques, je pense. Je crois bien. Oui, mathématiques. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous n'allez pas me dire le contraire. Je ne dirai jamais le contraire parce que je suis dans le secteur. Et vous voyez, là où nous sommes actuellement, le niveau atteint, c'est-à-dire, c'est ce qui se passe, c'est lamentable. Parce que je vois que l'enseignant est de plus en plus en danger. Oui. Parce que ce qui se passe là, c'est-à-dire, vous êtes en perpétuel contact avec les apprenants. Maintenant, comment s'attendre? Je prends l'exemple de ce qu'on a eu, ce qui s'est passé au Cameroun la dernière fois. Comment pourrait-il s'attendre à ça? Et je viens et c'est mon apprenant qui me poignarde, on va y revenir certainement, féliciter pardon la semaine prochaine, n'est-ce pas? Je sais que vous y tenez, vous travaillez ardemment pour ça. On va le faire, ce sujet. Tout de suite, nous allons recevoir Haïté Chidas qui est là, monsieur Haïté, le CPS de Bégamer. Il est déjà là avec Félicité, avec Gloria Gatungbe. Nous allons discuter de la traite des enfants au Bénin. Mais avant, on écoute Charlotte Dibanga. Elle n'a pas. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyala sibi, lobeni mumusima, sibibi ananika enu anyombe na belemo. Tombimboumi tombande bate ya mohetube alabe tomba sila ne tomba aye alabe tomba sila ne tomba ouais maman miomba ouais maman n'a pas vu non 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 maman ne l'a pas vu non 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 elle ne l'a pas vu non et oui elle n'a pas les maman ne l'a pas vu non non non. Yamena loben, matoi lo tate sosenga, mwendi mumwawe, matete na mulema, usitimbe ananika eno wanyambe na belemo, tombimboumi tombande bate ya moedube, alabe tomba sila ne tomba, aye, alabe tomba sila ne tomba, ouais, maman miomba, ouais, maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu, non, et oui, elle n'a pas les maman ne l'a pas vu, non, 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 maman n'a pas vu, maman n'a pas vu, non, non, elle ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu, non, et oui, elle n'a pas les maman ne l'a pas vu, non, non, non.
tomba mutango na timbino tobwe tomba munyenge alave tomba silane tomba alave tomba silane tomba ouais à maman miomba ouais maman n'a pas vu non 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 maman ne l'a pas vu non 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 elle ne l'a pas vu non et oui un emballé maman ne l'a pas vu non 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 maman n'a pas vu non 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 maman ne l'a pas vu non 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 elle ne l'a pas vu non et oui un emballé maman ne l'a pas vu non 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 Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Je l'annonçais déjà en titre. De nombreux enfants travaillent encore au Bénin comme domestiques, aides-maçons, comme vendeurs à la sauvette. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par le gouvernement, eh bien, les signaux sont toujours au rouge. Et pour en parler, nous recevons Gloria Gatoubé avec ses invités. Gloria, bonjour. Bonjour, Habib. Oui, on y va? Oui. La traite des êtres humains viole les droits et affecte la vie d'innombrables enfants au Bénin et ailleurs. La traite est généralement pratiquée à des fins de travail forcé et ou d'exploitation sexuelle. Convaincus qu'ils n'ont pas d'autre perspective, souvent les enfants qui en sont victimes n'ont pas la volonté de fuir. Comment arriver à détecter ces victimes et quelles sont les mesures de réinsertion adaptées à ces derniers? Ils sont avec nous sur ce plateau pour en discuter. Monsieur Yves Gildas Clonou, vous êtes consultant en protection sociale. Bonjour. Bien, bonjour à vous. À vous. Merci, je rectifie. Vous précisez que Glono Haïté Gildas, vous y tenez, consultant en protection sociale. Voilà. D'accord. En temps, je suis assistant social. D'accord. Monsieur Henry Marcel, spécialiste des questions du droit humain. Bonjour à vous. Ok, merci Gloria, merci Habib. Moi c'est Marcel Candide Henry, je suis journaliste, vous savez très bien, je suis président des questions du handicap et droits humains. Merci. C'est important la précision. Merci pour l'invitation. Handicap et droits humains. Voilà. D'accord. Ma première question va s'adresser à vous. Oui, allez-y. Comment peut-on définir la traite des enfants et quelles sont les différentes formes? Ok, merci une fois encore pour l'invitation. Entrée de jeu, il faut dire que quand on parle de la traite des enfants, une définition simple qui court la rue, c'est que c'est l'exploitation d'un enfant qui n'a pas encore l'âge qu'il faut contre son gré. Cette exploitation peut se manifester sous plusieurs formes, c'est-à-dire l'enfant qui n'a pas encore un âge donné mène des activités qui le dépassent, ou cet enfant est maltraité malgré de son âge. Il n'a pas encore un âge mature, mais il est exploité par des individus contre son gré. Donc de façon terre à terre, ce qu'on peut dire, et après on peut dire les différentes formes de traite qui existent. Oui. Ok, quand on là. parle de ces différents types de formes, on peut avoir aussi, par exemple, les enfants domestiques que l'on appelle les vidomégon dans nos coins reculés du pays, ou les enfants à Cotonou aussi, où les enfants qui n'ont pas eu cette chance de fréquenter parce que l'enfant doit aller au marché d'un pas pour vendre pour la titrice, où l'enfant n'a pas encore un âge donné, mais l'enfant ce dernier est dans un atelier pour faire un métier, alors que dans cet atelier il faut des métiers, il faut des travaux du labeur. Cet enfant n'a pas encore l'âge qu'il faut et on ne fait que le mettre dans ce pétrin qui exerce sans se contraindre parce qu'il n'a pas le pouvoir, il n'a pas le moisi, il ne fait que subir et subir. D'accord. Monsieur, vous voulez ajouter plus de précision? Je partage pleinement cette définition et je dirais que la traite des êtres humains ou la traite des enfants, c'est tout un acte qui consiste à recruter, à transporter
recruter, transporter, transférer un enfant et l'accueillir ou l'héberger à l'intérieur d'un pays ou à l'extérieur pour des faits d'exploitation. Quel que soit le moyen utilisé, on parlera d'exploitation. Donc, il a parlé tantôt de traite, des formes de traite. Oui, c'est vrai. Il y a des traites par gage où on confie l'enfant à une tierce personne moyennant histoire de payer progressivement une dette. Il y a également la traite qui s'observe dans les carrières. Dans les carrières où on confie également cet enfant-là à cette personne ou bien à l'employeur de pouvoir l'utiliser moyennant rémunération. Et c'est une tierce personne qui vient prendre les sous à la place de l'enfant. Puisque une dette que les parents une à la dette que personne. les parents doivent payer et c'est l'enfant qui rembourse. Ça s'observe en Afrique, dans notre pays également. Oui. D'accord. Selon les statistiques sur l'état des lieux au Bénin, le nombre de dossiers de traite humaine s'accroît. Le nombre d'auteurs de traite humaine enregistrés au niveau des juridictions du Bénin sur la période de 2016 à 2018 s'élève à 474 personnes, dont 400 hommes et 74 femmes. Sur ces 474 personnes, on enregistre 82 en 2016, 136 en 2017 et 256 en 2018. Quels sont les différents facteurs qui peuvent expliquer l'augmentation de ces chiffres? Ok, merci. Je crois que c'est les statistiques du ministère de la Justice au Bénin. Oui. Vous avez dit vrai, ces statistiques parlent et interpellent tout un chacun de nous. Vous savez, nous sommes parfois dans un pays où les filles sont davantage enceintes. Une fille qui est enceinte, qui met un enfant au monde, est-ce qu'elle pourra éduquer cet enfant? Non. Du jour au lendemain, elle va laisser de côté cet enfant, il va grandir sans éducation. Vous pourrez le voir dans la rue et du jour au lendemain, quelqu'un qui quitte la ville, comme quoi il a les moyens, et il vient se présenter devant cette fille ou cette maman, je voudrais garder ton enfant. Pensant que ce monsieur a les moyens, elle accepte. Et cet enfant va en ville, se fait exploiter davantage. Ça fait partie de ce que nous observons dans nos communautés. Il y a également le cercle vicieux de la pauvreté. Le cercle vicieux de la pauvreté. C'est toujours la pauvreté. Vous n'avez pas les moyens, mais vous faites davantage d'enfants. Vous allez voir dans nos pays en Afrique, quand il y a ceux qui sont immensement riches, vous les voyez, ils ont 2 ou 3. Effectivement. Mais le pauvre, il a 6, il a 8, il a 10. Comment est-ce qu'on peut éduquer en son temps ces enfants? Donc si nous sommes tous interpellés, si nous ne travaillons pas pour que nous puissions avoir les enfants qu'il faut, le nombre qu'il faut, le nombre qu'on peut éduquer, nous allons toujours parler de traite en Afrique, dans nos pays, donc chacun de nous est interpellé pour que la question de traite soit progressivement évacuée de nos pays. D'accord. Ok, merci. Comme l'a dit mon cher ami M. Haïté, vous savez, ce phénomène, malgré les différentes dispositions qui sont prises, ce phénomène toujours bat son plein dans l'aile avec les différents chiffres, avec votre statistique. Et comme l'a dit, c'est le cercle vicieux de la pauvreté. Quand les parents n'ont pas encore les moyens pour s'occuper des enfants, mais chaque fois dans un village ou dans un coin de du pays ou quelque part à Cotonou, le simple loisir c'est de se mettre avec sa conjointe pour quand même se faire les plaisirs. Alors que quand on fait ça, on ne prend pas les dispositions qu'il faut, prendre les dispositions qu'il faut pour ne pas avoir beaucoup d'enfants. Quand dans un ménage, nous avons près de 11 enfants, 11 enfants, alors que l'aîné n'a même pas encore 10 ans. Et vous imaginez un peu la suite. Alors que ces enfants, on doit les traiter, on doit les mettre à l'école pour une éducation. Donc dans ce cas, si un parent un peu nanti ou qui a une apparence d'être nanti fait un tour au village, de voir les parents qui voient qu'ils sont dans les difficultés, dit tiens, votre enfant peut rester chez moi à Cotonou ou quelque part dans une ville civilisée. Mais l'enfant vient à Cotonou, dans une ville, pour quand même, dans un but de pouvoir faire un travail, pour quand même joindre les deux bouts. Mais malgré ça, c'est une fois à Cotonou, c'est la traite vraie. L'enfant, les parents étant dans une ignorance totale, dans un coin, se disent que l'enfant est dans une bonne condition, alors que ce n'est pas le cas. L'enfant est le premier qui doit se lever très tôt le matin pour les ménages de la maison. Il est le dernier à se coucher très tard la nuit, donc c'est compliqué. Alors que je suis dernier n'est pas su d'aller à l'école ou de suivre une formation. Donc c'est compliqué. Donc il faut vraiment que là,
l'accent soit vraiment mis sur l'éducation, aussi, et aussi la sensibilisation des parents. Il faut leur dire, il y a plusieurs phénomènes. Nous allons revenir. Très bien, pour que ce phénomène essaie de trouver une porte de sortie. Donc, vous permettez, l'autre chose que je voudrais évoquer, parfois, les victimes elles-mêmes ne dénoncent pas. On a dit quelles sont les causes. Nous allons beau lutter contre la traite, mais quand la personne qui est victime ne se présente pas dans les commissariats, chez les acteurs de protection, le problème sera toujours là. Pourquoi les gens ne dénoncent pas? Voilà la grande interrogation. Les gens ne dénoncent pas. Parfois, ils ont peur. Ils ont peur de l'autre, ils ont peur de l'adulte. Surtout, nous sommes avec les enfants. L'enfant qui a été, l'enfant qui a été victimisé, l'enfant qui a été victime de traite par un adulte, il a peur d'aller vers un autre adulte pour se plaindre. Est-ce que cette personne-là n'ira pas chez ma tutrice, mon tuteur, pour qu'on puisse une fois encore me ramener dans la maison? Donc il y a cette question-là qu'il faut voir. Il faudrait qu'on sache régler les choses. Il faudrait également, dans cette situation, il faudrait également que les acteurs de protection aussi travaillent avec... les acteurs de protection travaillent pour qu'on dénonce davantage les cas de traite. Ils le font, mais il n'y a pas de fait qui reste encore à faire, parce que nous sommes là, nous sommes sur ce plateau également pour en parler. Justement, on va en revenir. Oui. On va en revenir. Quelles sont les conséquences dont sont victimes ces enfants? Mais les conséquences sont là, et puis les conséquences elles sont immédiates. C'est ce qu'on assiste dans nos différentes rues, où les enfants qui n'ont pas eu cette chance de fréquenter ou d'être victimes de la traite, à un moment donné on les voit dans les rues, à un moment donné ils se déguisent en mendiants. Et aussi ce sont des cas sociaux, on voit des vols, ce sont des gens qui sont des cas sociaux qui sont dans le pays, dans la ville, sans aucun contrôle, et puis quand vous mettez quelque part, vous mettez votre objet quelque part, ils sont là à vous le piquer, parce que ils n'ont pas une éducation, ils veulent toutefois fonctionner debout. Mais une fois à la maison, comme le tuteur l'a renvoyé, il se met dans la rue, donc il est devenu un enfant de la nature, il n'a pas de couverture, il n'a rien, et puis il est dans une nature sans quand même aucun contrôle. Donc ce sont des cas, les cas de banditisme que l'on constate dans nos pays et campagnes. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça qu'ils sont un peu légion. D'accord. Oui, Judas, est-ce qu'il y a une réinsertion sociale on va y revenir. D'accord. Tout à l'heure, monsieur a cité quelques cas de conséquences. Il y a aussi ce qu'on remarque souvent, il y a les filles qui se prostituent, pour les conséquences, chez les filles souvent, on remarque qu'elles se livrent à la prostitution. C'est ça. Parce que, Habib, vous savez, quand l'enfant n'a même pas encore 18 ans, la jeune fille n'a pas encore 18 ans, et elle est dans une situation de tout droit debout, et puis elle se met dans la rue. Dans les cas, quand on fait un tour dans les coins où ces fleurs se manifestent, ce sont des jeunes filles qui se prostituent, parce qu'elles sont dans un état où il faut joindre debout, mais n'étant pas appris un comité, elles sont obligées de se mettre dans une situation de prostitution, et puis elles se livrent à tout venant. Donc c'est un peu ça. On fait un tour dans les coins, on va pas jeter ce coin ici au plateau, mais on les trouve, elles sont plein dans les coins parce qu'elles n'ont pas eu une éducation, elles n'ont pas un parent qui les maîtrise, alors qu'elles n'ont pas encore l'âge mature qu'il faut. Elles n'ont pas encore 18 ans, mais elles ont 16 ans, 15 ans, mais elles sont livrées à elles-mêmes, elles font ce qu'elles veulent. Dans les autres pouvoirs jeunes de boutons. Ce sont des cas qu'on constate aussi, et aussi dans les ateliers, vous voyez avec les enfants qui n'ont même pas encore un âge, mais qui, par exemple, un atelier de soudure, un enfant qui n'a pas encore 15 ans, mais il fait des travaux de taille. Vous allez les voir, mais vous soudez quand même avec son âge, donc ils sont un peu mûrs, parce que depuis le bas âge, ils sont déjà dans le système, ils sont mollés, qu'est-ce qu'il faut faire, ils sont obligés de le faire, mais parce que le tuteur envoie quelques ristournes aux parents qui sont dans le village ou dans une campagne. Alors qu'avec ça, l'enfant ne peut pas accroître une bonne éducation, ne pas avoir une bonne expérience pour quand même bâtir une nation, pour bâtir c'est vraiment une et tout cela cause des traumatismes au niveau de ces enfants-là. Oui, exactement, cela cause des traumatismes au niveau des enfants, dans la mesure où les enfants victimes de la traite, parfois vous les voyez qui ne parlent même pas, qui sont repliés sur eux-mêmes. Lorsque vous êtes en contact de cet enfant, vous lui demandez qu'est-ce que tu
plaire, il ne vous dira rien parce qu'il a toujours peur. Il a peur constamment. Il a également un trouble de sommeil. Vous pouvez être en train de discuter avec lui et commence pas à dormir parce qu'il n'est plus là. Quel que soit ce que vous lui dites, il a peur, il a honte de lui, il se demande, il se culpabilise. Et quand ça ne va pas, c'est des enfants qui vont vers le suicide parce qu'ils se disent pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, pourquoi ça n'arrive pas à l'autre. Pour éviter tout cela, quel comportement il faut adopter vis-à-vis de ces enfants? Oui, pour éviter tout cela, d'abord, je dirais, il faudrait qu'on amène les téléspectateurs à savoir identifier ces enfants. Comment est-ce que je peux reconnaître un enfant qui est en train d'être victime de la traite? La première des choses, il faut observer l'enfant. Est-ce que cet enfant est présent dans un bon point physique? Est-ce que l'enfant est propre? Quand on le voit, il n'est pas sale? Est-ce que aux heures de l'école, il va à l'école? Ça fait partie, c'est l'un des critères. Les autres sont à l'école. Or, toute la journée, on le commande au marché, on est dans la rue, on le commande au marché, où le portail est constamment fermé. Lorsque vous venez toquer à la porte, cet enfant-là ne peut pas ouvrir. On lui dit, toi, reviens derrière. Parce qu'on sait que s'il va au contact de l'autre, il pourra dénoncer. C'est des choses que nous rencontrons. Tout ce que vous décrivez là, ça se passe au Bénin, c'est ça? Ça se passe en Afrique, ça se passe au Bénin. Ça continue. Je vous le dis, Habib, vous savez, depuis un moment, on a instauré des écoles dans les marchés. Vous savez ça? Bien sûr. Alors qu'au début, c'était pas ça. Les enfants, les bondas ou bien les marchands ne voulaient pas que les enfants fréquentent parce que pour eux, l'enfant est là pour le marché. L'enfant doit mettre les produits sur la tête tout au long de la journée, mais pour cela, il faut quand même dégager quelques heures dans la journée pour que cet enfant puisse aller à l'école. Donc c'est pour ça qu'ils ont instauré des écoles dans les grands marchés du Bénin. Donc c'est un peu ça parce qu'on se dit, c'est l'argent, l'enfant il est là pour tourner toute la journée avec notre marchandise et au retour on a les sous pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc c'est un peu ça. Donc, ça fait partie des mesures prises. C'est ça. Et il faut vraiment sensibiliser. Sensibiliser les parents. Et oui, il faut lutter. Avant de lutter, il faut quand même sensibiliser davantage. La sensibilisation, les différents tests de loi. Vous avez depuis 2 ans ou 3 ans, l'État béninois a lancé une campagne tolérance zéro aux violences faites aux enfants. Vous savez que nous sommes tous interpellés. Lorsque un cas, une situation est dans un commissariat ou au niveau d'une ONG, c'est encore les adultes qui vont vers ces structures, aidez-nous, c'est mon parent, c'est ci ou ça. Quand c'est comme ça, les chiffres vont toujours augmenter. C'est pour cela que je dis, nous sommes tous interpellés. En dehors de la vulgarisation des tests de loi, il faudrait que chacun se dise, l'enfant de l'autre est mon enfant. Lorsque l'autre n'en a pas, que je sois en mesure de l'accompagner. On ne dit pas forcément c'est l'argent qu'il faut donner. Il y a des structures de l'État qui s'occupent de la protection de l'enfant. Ou il y a les structures de promotion sociale, ou des structures spécialisées, services sociaux spécialisés. On peut orienter ces enfants vers ces structures pour se faire accompagner davantage. Il y a des ONG, parce que l'État ne travaille pas seul. Donc il y a les ONG qui accompagnent les actions de l'État. C'est pour cela que je voudrais lancer un appel à tous les enfants qui nous suivent actuellement, qui sont dans des situations difficiles, qu'il y a des centres de promotion sociale, il y a des structures de l'État, il y en a dans les 7 communes. Quelques noms? À Cotonou, il y a 6 au total. Il y a 600 de promotion sociale au total. Il y en a à Porto-Novo. Il y en a dans toutes les villes. Nous avons 85. On peut retrouver dans quel quartier, il suffit de dire à n'importe qui, je vais dans un centre social. C'est pièce de votre localité. Centre social, quand vous dites centre social, les éminemment nous reconnaissent là. Et il faut le dire qu'il y a aussi certains parents qui sont conscients. Ils sont conscients de cette traite de ces enfants. Parce qu'à un moment donné, quand vous débarquez dans un ménage ou dans un environnement et puis vous intimidez les parents, tout enfant que vous gardez à votre niveau n'a pas encore l'âge requis, ils se disent, mais tiens, ce monsieur c'est ce qu'il est un homme de droit ou bien il est venu pour nous mettre un peu le bas de la dos. Ils sont vraiment conscients de ce phénomène, mais il faut vraiment les sensibiliser pour leur dire, l'enfant oui, mais il faut quand même l'enfant parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Il faut que l'enfant ait d'avoir un âge vraiment donné pour quand même, parce qu'il faut le dire. Et aussi, il faut le dire, c'est pas seulement les enfants qui sont placés chez les parents d'autrui, même des propres parents maltraitent leurs enfants. Et puis dans une maison ou dans une cour, le voisin d'à côté ne fait que bastonner son enfant tout au long de la journée parce que pour moins de
tout, l'enfant est voué à l'échec et puis on le bâche comme un animal. Et puis il y a même les voisins qui ont peur de dénoncer. Mais à un moment donné, il faut dénoncer. Mais on dit, mais tiens, c'est pas mon enfant. Est-ce que ça se... Donc on a un peu peur, mais il faut dénoncer pour dire, mais cet enfant... Parlant de dénonciation, je crois que le régime en place a créé une ligne d'assistance aux enfants. Donc avec cette ligne, vous pouvez dénoncer facilement les cas d'abus à l'endroit des enfants. Et cette ligne n'est pas encore fonctionnelle. Le mois prochain, ça sera officiellement lancé également. Est-ce que alors, pour vous les deux, là, est-ce que vous avez eu la malchance d'être maltraité dans votre petite enfance? Oui, Gidas d'abord. Du tout pas. Je n'ai pas eu cette malchance. Je remercie le ciel, je remercie quand même les parents qui ont travaillé pour cela. Pour vous garantir un avenir meilleur. Pour garantir un avenir meilleur. Si vous permettez, on ne peut pas parler de protection des enfants au Bénin sans faire allusion à un test. Il y a plusieurs tests, mais il y a également le code de l'enfant. La loi portant code de l'enfant qui parle davantage des abus, des droits des enfants, les devoirs des enfants. Et quand nous prenons par exemple c'est la loi au niveau de quand nous prenons la loi, au niveau de l'article 395 par exemple, on dit est puni d'une amende de 10 000 à 50 000 francs toute personne qui ayant connaissance ou déplacement frauduleux d'un enfant s'abstient d'en informer l'autorité administrative territorialement compétente. Donc tout à l'heure vous avez dit, donc lorsque vous êtes locataire dans une maison et qu'un enfant est en train d'être maltraité, vous ne dénoncez pas. Lorsque la situation se retrouvera par exemple au commissariat, vous serez aussi interpellé. Donc il faudrait qu'on dénonce davantage les cas d'abus à l'égard des enfants. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de mesures de protection. Est-ce qu'il n'y a pas des insuffisances par rapport à ça? Insuffisance, je ne dirais pas. Plutôt, vous savez, nous avons l'arsenal juridique nécessaire au Bénin pour protéger les enfants. C'est les acteurs qui seront davantage interpellés dans la mesure où nous devons travailler pour une synergie d'action. Lorsqu'on travaille pour une synergie d'action, j'ai un enfant, j'ai une ONG, j'ai un enfant avec moi. Je dois pouvoir en même temps mettre en branle le système de protection pour savoir si cet enfant-là n'a pas été reçu par IS. S'il a été reçu par IS, qu'est-ce que IS a fait? Rapidement, IS me donne les informations pour que je puisse les utiliser pour améliorer les conditions de vie de cet enfant. C'est à cela que nous aspirons pour que les enfants soient davantage protégés. D'accord. En 30 secondes, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de ces enfants, les parents qui nous suivent et le gouvernement? Ok, merci infiniment pour ce rendez-vous. Je vais dire aux parents qui nous suivent actuellement de dire que les enfants qui n'ont pas encore l'âge requis pour être dans cette situation, il faut vraiment mettre fin à cela. Et aussi dire aussi aux enfants ou bien aux voisins que quand vous voyez dans une maison un enfant est victime de cette traite, il faut les dénoncer parce que ce sont les enfants de demain, de tous les enfants qui sont les de demain. Et puis comme on le dit, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Il faut vraiment que les enfants soient vraiment enseignés avec une bonne éducation de qualité dans un bon environnement pour que demain on puisse bénéficier et construire notre nation. Merci. D'accord. Monsieur Blum. Un appel à lancer, c'est de dire aux enfants, lorsque vous êtes en situation difficile, il y a des structures de l'État comme des structures privées qui sont là pour vous accompagner et aller vers ces structures et vous serez aidé davantage pour votre bien-être, pour le développement de notre nation. Parce que si vous êtes dans la rue, ce n'est pas bien pour notre nation. D'accord, merci. Merci, monsieur Haïté Glonou, Gidas. Merci à vous, cher Marcel Candide Envie. Vous revenez quand vous voulez. Eco 5, Junior d'Afrique, c'est votre plateau. Merci, Gloria Gatoubé, pour votre chronique. Vous avez compris, chers téléspectateurs, nous sommes tous interpellés. Nous devons faire tout possible pour assurer, pour garantir un avenir meilleur à nos enfants. Et c'est pas Amagbeyon qui nous dira le contraire, lui qui chante le vaudou. Nous écoutons Amagbeyon.
Je viens de là où le Saint-Esprit est invoqué, avec de l'huile rouge, de l'eau et du sang frais d'animal immolé. Moi, je viens de là où on se désaltère à la fontaine du Zéli, du Toba et du Teke. Là où le futur s'installe dans le fauteuil du présent à travers le Yeke Yeke. Alino sudo no nuevi lo belli qua. Bueno mono wete de wekedia. Dans la langue qui est censée m'aliéner, me voici en train d'entonner l'hymne de la dignité retrouvée. Autour je t'aime, autour je t'aime, trop grande est ta bonté, tu fais notre fierté. Autour je t'aime, autour je t'aime, trop grande est ta bonté, tu fais notre fierté. Amour, tolérance, patriotisme, ces trois valeurs de la citoyenneté m'ont été enseignées au couvent Vaudon avec rigueur et responsabilité. Artita canta nuevo domingo, mon outil sort nuevo moment. Vraiment nous de matin flavoyant, n'a modo ouvertement n'a pas oui à moi. Au dire des uns à la mort, le vaudou allait me condamner. Me voici aujourd'hui en train d'entonner l'hymne de la dignité. Autour je t'aime, autour je t'aime, trop grande est ta bonté, tu fais notre fierté. Autour je t'aime, autour je t'aime, trop grande est ta bonté, tu fais notre fierté. Amour, tolérance, patriotisme. Alors donc, c'est ce que je retiens de cette mélodie dansante de Amagbeyon. Bonjour. Je suis la flûte mélodieuse qui défie le temps. Wow. Le gond qui ne connaît pas le bégaiement. Je suis la voix du muet, les yeux de l'aveugle, l'oreille du sourd. Je suis la verve de Ogou, la verge de l'Egba, le verbe du Vaudon. C'est ça. Je prends la parole au nom de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. J'ai grandi un talisman à la ceinture comme tout enfant de ma communauté. 8 cons, en 8 mon encon. Ah, la doigt con, roi de Tchéwi mon encon. Je suis un Africain, je ne m'en excuse pas. Je suis de culture Vaudon, je ne m'en excuse pas. Je suis un Africain, je ne m'en excuse pas. Je suis de culture Vaudou et je vous dis bonsoir. Waouh, j'adore le style de chanter là. Ouais, ce rythme Vaudou, n'est-ce pas, Kadi? Oui, et vous l'invitez pour mon bonheur. On y va. C'est pour te faire plaisir. Bien sûr, merci beaucoup. Amagbeyon, bonjour. Rebonjour. Alors, vous vous portez bien, j'espère. Divinement bien. On remercie Dieu et les mains de nos ancêtres. Ok, super. À l'état civil, Amagbeyon Ekou est un artiste béninois slameur vaudon, représentant du Bénin à la saison 2 de l'Afrique, a un incroyable talent. Ambassadeur du gouvernement béninois dans la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants depuis 2017. Champion de la Coupe du Mot de Slam en mai 2015 et consacré Révélation 2013 au concours national Bénin Slam. Amagbeyon, alias le pouvoir du web, est un artiste slammer, spoken word et interprète qui depuis 2013 s'applique à révéler l'universalité des valeurs initiatiques de la spiritualité négro-africaine pour faciliter l'effectivité du dialogue interculturel, interreligieux,
pour une culture de paix durable en Afrique. Il slame les langues africaines en français. Ce slameur identitaire a été classé premier slameur du Bénin en 2017 par le magazine de littérature béninoise Littérateur Éclos. C'est ça. Alors, Amang Beignon, pourquoi vous vous êtes orienté vers du slam vaudou et qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message à vos fans? C'est le vaudou, tout simplement. C'est le vaudou. Il faut dire que l'Église m'a dit que le vaudou est diabolique. C'est de la superstition, c'est de la magie. L'Église m'a dit que le vaudou est satanique. C'est de l'obscurantisme. C'est de la sorcellerie. L'Église m'a dit que le vaudou ne te donne jamais rien gratuitement. Quand il te donne un enfant, il te prend de la richesse. L'Église m'a dit que le vaudou ne te donne jamais rien éternellement. Quand tu lui donnes la main, c'est le bras qu'il te prend. Ils m'ont dit de croire sans poser de questions, de faire ce qu'ils disent et non ce qu'ils font. Ils m'ont dit de me faire appeler Branly et non pas Amang Beignon, ce prénom vaudou qui me reconnecte à mes origines, la grandeur de ma tradition. Super. Je commence par Ils ont dit sans embâche. Jusqu'au jour où j'ai rencontré la vraie histoire de l'esclavage. Là, j'ai compris que la haine du vaudou que l'Église suggère d'hier à aujourd'hui remonte au 8 janvier 1454, date où le pape Nicolas V décréta l'esclavage des Noirs par le mépris. Nous ne racontons pas l'histoire pour cultiver la haine de l'autre. Quelle recherche. Nous la racontons juste pour entretenir la mémoire des nôtres. Car sans mémoire, il n'y a pas de fierté. Sans fierté, il n'y a pas de dignité. Sans dignité, il n'y a pas la conscience du devoir de combat. Et sans la conscience du devoir de combat, l'histoire se répétera. Alors on l'acclame à lui. L'histoire ne se répète pas que je suis le slameur vaudou. Pour raconter réellement qui nous sommes, nos origines, tout ce qui nous définit, les valeurs fondamentales du vaudou, parce que le clair du temps, nous laissons les uns et les autres parler de nous à notre place et c'est le péché. Et c'est ce qui fait que le vaudou a toujours été victime d'une mauvaise communication. Sans commentaire. En quoi et pourquoi c'est important pour vous, en dehors de défendre le vaudou, de créer un dialogue interreligieux avec votre travail de slammer? Il faut dire qu'aujourd'hui, nous vivons à l'ère de la mondialisation d'une façon ou d'une autre. Nous ne pouvons nous permettre de vivre en autarcie. Nous sommes obligés d'aller à la rencontre des uns et des autres. Et à cette époque du dialogue des civilisations, qu'est-ce que nous allons pouvoir apporter au monde, à l'humanité, si ce n'est notre singularité, si ce n'est notre identité, si ce n'est notre perception de la vie? Et c'est en cela que je trouve que c'est pertinent. C'est utile, c'est urgent de raconter qui nous sommes. Parce que d'une façon ou d'une autre, c'est au vaudou que nous devons notre liberté d'aujourd'hui. Oui, l'esclavage décrété par l'Église a été aboli par le vaudou à travers les esclaves de Saint-Domingue. Et ça, l'école ne me l'a pas enseigné. Je suis furieux. Je suis furieux, j'ai pu véritablement faire mes propres recherches. Et je me suis dit qu'il serait de bon ton que je puisse faciliter la tâche à mes frères en partageant réellement ce que j'ai pu véritablement comprendre à la lumière de mes recherches sponsorisées par ma volonté. Et chaque fois que je monte sur scène, c'est avec un grand plaisir pour moi, c'est avec un grand plaisir plutôt que je parle de mes origines tout en laissant la fenêtre ouverte à la discussion, parce que nous ne sommes pas dans une sorte de revendication imbécile, toxique et ridicule, j'ai envie de dire. Nous le faisons parce qu'il va falloir véritablement que c'est ensemble, avec les différents choix de foi, que nous allons construire le Bénin de nos voeux, l'Afrique de nos espoirs. En plus, le gars a un beau discours là. Ce ne sont pas des discours, ce sont des convictions. Je m'excuse beaucoup, cette question va être un peu longue. Quelle est l'importance pour vous d'ajouter à votre travail slam les références historiques auxquelles vous faites allusion en permanence dans vos capsules vidéo, vos tests ou lors de vos prestations? À quoi cela répond et pourquoi c'est important pour vous d'avoir tout le temps des rappels historiques et des dates historiques que vous mettez dans vos tests et dans vos travails de slammer? Ma génération n'est pas fière parce qu'elle ne connaît pas son histoire. Ma génération connaît plus l'histoire de Gaulle, de je ne sais trop, un autre assassin, d'Hitler, de Napoléon, je ne sais trop quoi. Et à aucun moment on ne m'a parlé de l'histoire de Macandal, quoi.
À aucun moment on ne m'a parlé de Boukman Douti, à aucun moment on ne m'a parlé de Garvey, à aucun moment on ne m'a enseigné l'histoire glorieuse d'Haïti. À aucun moment on ne m'a dit que le 18 novembre 1803, les esclaves de Saint-Domingue ont mis à genoux la plus redoutable armée de l'époque, qui était l'armée française, à la bataille de Vertières. C'est de là que Haïti a pu véritablement arracher les clés de son indépendance. C'est à travers tout ça qu'on peut comprendre aujourd'hui que c'est le vaudou qui a pu abolir l'esclavage et que ce n'est pas Victor Schœlcher, tout comme l'école a essayé de me programmer pour que je puisse vivre dans l'oubli de mes origines et toujours avoir l'impression que c'est à quelqu'un que je dois quelque chose. Non, nos ancêtres ont, à un moment donné, se sont armés de dignité pour dire non, nous ne voulons pas de cette vie pour nos enfants. Et c'est en cela c'est important. Parce que sans mémoire, il n'y a pas de fierté. Et sans fierté, il n'y a pas de dignité. Sans dignité, il n'y a pas la conscience du devoir de combat. L'histoire est en train de se répéter. L'histoire. Et nous ne voulons pas que ça se répète. 2050, toutes les nations du monde sont en train de se positionner en Afrique. Mais que fait l'Afrique? C'est en cela que nous sommes en train de... On me signale que nous n'avons malheureusement plus assez de temps. Une toute dernière question. Ok. À Mangboyon, est-ce que vous avez des projets? En 30 secondes. Il faut dire globalement que là tout de suite, nous sommes en train de préparer encore une seconde tournée dans les prisons et maisons d'arrêt de Cotonou. Oui. Et que dis-je, Cotonou, Savalo, Parakou, un peu partout dans le Bénin, parce que nous estimons qu'il y a lieu de préparer réellement les pensionnaires temporaires de ces lieux à la réinsertion sociale. Le fait d'être prisonnier en griffe ne fait pas d'eux des sous-hommes, ne fait pas d'eux des sous-citoyens. D'accord. Merci beaucoup à vous, cher Amagboyon. C'est un plaisir. Quand vous voulez, merci Kadi. Merci. Nous allons prendre congé de vous, mais avant, slammer. Slammer. C'est ce que je voulais dire. Des téléspectateurs. Dans la calebasse de la réalité, j'ai vu nos cœurs se remplir de haine et nos familles se diviser à tout point de vue. Au lieu de nous rapprocher, les religions ont mis feu à notre entente, volé nos joies, empoisonné notre vivre ensemble. Trop de sang versé au nom de Dieu et mon cœur ne peut plus supporter ça. Tout ce que les conflits religieux nous arrachent, qui nous les rendra? La douleur n'a ni sexe, âge, encore moins de classe sociale. Garder le silence devant tant de drames ne nous rend pas coupables. La douleur n'a ni sexe, âge, encore moins de religion. Tous ensemble, œuvrons pour le dialogue des religions. C'était donc Amagboyon, le slammer du rythme vaudou. Vous l'avez compris, c'est déjà la fin de votre émission Echo 5 de cette semaine. Prenez du plaisir à nous suivre la semaine prochaine, si tout va bien. À la semaine prochaine.